Bah, donc, bienvenue à tous à ce webinaire JDR Resanet. Alors, pour un peu mettre ce webinaire, enfin ce colloque un peu dans le contexte, lors de notre réunion plénière en novembre dernier, nous avons eu une table ronde sur la communication scientifique et l'enseignement scientifique. Et donc, pas mal d'entre nous ont découvert l'existence de ce projet, donc Infini à l'école. Et nous avons souhaité en savoir plus. Et donc, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui les porteurs du projet, Laurent Serin et Aurélie Théris, qui vont nous faire un exposé à deux voix sur comment ce projet est apparu, comment ça fonctionne et les perspectives. Voilà, donc c'est à vous. Et puis, est-ce que, oui, il y a le compteur qui tourne, donc vous pouvez voir un peu l'heure. Voilà. Ok, merci à Araceli de nous avoir invités à donner ce webinaire sur le projet IL. Donc, comme tu l'as dit, on fera cette présentation à deux voix. Donc, on va essayer de se synchroniser entre Aurélie et moi. Donc, on est les deux co-porteurs. Donc, moi, je suis chercheur à EJC Lab en physique des particules dans Atlas. Et Aurélie, je te laisse te présenter quelques secondes. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Aurélie Théris, chargée de médiation scientifique au CNRS nucléaire et particules. Je suis basée au LPCA à Clermont-Ferrand où je consacre aussi la moitié de mon temps à la communication du laboratoire. Ok, donc l'exposé suivra le plan suivant. On va revenir sur la genèse et les objectifs du projet. On va vous parler un petit peu des interlocuteurs et des écueils pour la médiation scientifique vers les écoles primaires, écueils auxquels on a dû se confronter au début. Le projet, il est en 2025-2026 qu'on a fait, et après, il y aura une partie assez longue pour vous montrer réellement le déroulé typique d'une année du projet associé à une classe. Et puis, on reviendra sur les perspectives pour le projet pour l'année prochaine et les suivantes. Donc, avant de rentrer dans le cœur du sujet, je voulais revenir un petit peu avec vous sur la médiation scientifique en espérant ne pas avoir à vous persuader que ça fait partie de nos responsabilités de chercheurs, ingénieurs ou étudiants en thèse de faire de la médiation vers les scolaires ou le grand public. Et d'autant plus qu'on s'aperçoit que les jeunes s'orientent de moins en moins vers des études scientifiques et qu'on observe toujours un très très fort déficit vers les jeunes filles. Alors, historiquement, il y a eu des actions nationales de médiation en IN2P3, donc je ne suis pas sûr d'être exhaustif, mais j'en ai cité quelques-unes auxquelles moi j'ai participé depuis que je suis à l'IN2P3. Donc, à la fin des années 90, à l'occasion du centenaire de la découverte de la radioactivité, il y avait eu du matériel, c'était des transparents plastiques à cette époque-là, qui avaient été préparés, je crois, par Louis Bimbaud, sur la découverte de la radioactivité. Donc, on avait fait pas mal d'interventions en collège et lycée. Il y a eu ensuite ce qui s'appelle les conférences Népal. Quand je suis allé sur le site de l'IN2P3, la vraie dernière conférence Népal semble dater de 2014. Dans les années 2012-2014, il y a eu pas mal d'interventions en lycée, parce qu'il y avait eu la découverte du Higgs. Il y a les masterclass. Donc, je crois principalement, c'est autour des expériences LHC, on reçoit des classes de lycée, seconde, première ou terminale. Et dans les laboratoires, il y a des conférences et puis des travaux pratiques autour de l'analyse des données du LHC. Il y a le projet Cosmos à l'école, auquel on est associé. Ce projet-là, il y a 10-15 ans, fournissait les valises cosmiques. Et à cette époque, c'était fortement utilisé par les professeurs de lycée. Après, les programmes de physique ont changé et essentiellement, ils utilisent plus ce matériel dans les classes. Mais Cosmos à l'école fait une autre chose très intéressante, c'est la formation des professeurs de lycée. Et il y a deux grandes actions dans lesquelles l'IN2P3 est. Il y en a une qui est l'école au CERN qui a lieu en novembre. Une trentaine d'enseignants sont invités pendant une semaine. Et depuis 2 ans, il y a son école, je dirais, jumelle, qui est organisée au Ganil, je crois, au mois de juillet. Et finalement, il y a plein d'actions locales dans les laboratoires, accueil de stagiaires, 3e, seconde et fête de la science. Ceci dit, il se trouve qu'il y a, en 2022, j'ai organisé une conférence à l'île de la Réunion. Et comme c'était assez loin, on avait décidé de faire beaucoup de médiation scientifique, c'est-à-dire une quarantaine d'interventions en collège et lycée, 7 grandes conférences publiques. Et puis, on avait fait un concours qui s'appelait Explorer l'univers,
ouvert aux écoles primaires, collèges et lycées. Et c'est là où moi, j'ai réalisé qu'il y avait un public vers lequel on n'allait pas, qui étaient les écoles primaires, un public qui était extrêmement enthousiaste, avec beaucoup plus d'imagination à leur niveau que les étudiants, que les élèves de lycée et de collège. Et c'est là où je me suis dit qu'il fallait peut-être aussi, si on voulait rendre les sciences attractives relativement tôt auprès des jeunes, qu'on pouvait peut-être faire quelque chose déjà au niveau des écoles primaires. Donc ça a été la naissance de IDLE. Et là, je passe la main à Aurélie. Tu l'expliquais, Laurent, nous avons ciblé les écoles primaires car les élèves à ce niveau-là sont curieux, veulent comprendre le monde qui les entoure et surtout, ils osent poser des questions, ils n'ont pas de filtre. Alors, pour qu'il y ait une bonne interaction entre les scientifiques et les élèves, nous avons ciblé essentiellement des classes de CM1, CM2, mais il arrive dans des écoles où les classes ont plusieurs niveaux d'avoir des élèves un peu plus jeunes et ça fonctionne aussi. Voilà. Il y a aussi une autre raison qui fait que nous avons ciblé les écoles primaires, c'est que plus de 80% des enseignants n'ont pas un parcours scientifique et leur formation initiale comme leur formation continue en sciences et technologiques est assez restreinte et ils n'osent pas en fait enseigner cette discipline, elle s'avère parfois compliquée. Donc c'est pour ça que on a décidé de faire ce projet pour essayer de les accompagner dans cette démarche. Donc les objectifs du projet IL sont multiples. Déjà, à destination des élèves, nous avons pour objectif de les sensibiliser aux sciences, mais surtout de les initier à la démarche scientifique et de leur faire découvrir le monde de la recherche. On leur dit souvent que, en fait, le but du projet est de leur permettre de devenir des apprentis chercheurs. Concernant les professeurs des écoles, comme je viens de l'expliquer, on souhaite les accompagner dans l'enseignement des sciences et les activités scientifiques qu'ils peuvent proposer en classe avec du matériel tout simple. Et puis, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de chercheurs et chercheuses faisaient de la médiation scientifique, mais plus à destination d'un public un peu plus âgé. Et finalement, le jeune public pouvait être quelque chose d'effrayant pour eux. Et donc, on essaie de les sensibiliser à une médiation orientée à un public beaucoup plus jeune. Nous avons dès le départ souhaité que le projet IL soit destiné à des écoles et des élèves donc qui n'ont pas un accès facilité à la culture scientifique, et notamment des écoles qui peuvent être situées en réseau d'éducation prioritaire, mais aussi des écoles qui sont éloignées du rayonnement des villes et qui se trouvent dans des milieux ruraux. Alors, le projet IL, il a débuté en janvier 2023, où une première ébauche du projet a été proposée à la direction de l'IN2P3, qui nous a tout de suite soutenus dans l'idée, mais qui nous a demandé d'en faire quelque chose de pérenne. Et c'est ce que nous souhaitions, même si nous ne savions pas comment il serait accueilli par l'éducation nationale. Donc, nous avons fait des séances pilotes dans le 95, notamment à Sarcelles, en mars 2023. Et nous nous sommes rendus compte, même s'il y avait beaucoup de choses à améliorer, que ça fonctionnait bien, que les chercheurs et les chercheuses étaient bien accueillis dans les classes, aussi bien par les élèves que par les enseignants. Donc, ça nous a encouragés à continuer, à travailler les contenus. Et nous avons lancé véritablement le projet IL dans le Puy-de-Dôme en septembre 2023, puis peu de temps après dans l'Essonne et à Annecy en janvier 2024. C'était la première édition du projet et à l'issue de cette année scolaire, en juin 2024, les retours ont été très positifs de la part de l'Éducation nationale, ce qui nous a encouragés à poursuivre et à le déployer encore un peu plus. Ainsi, en septembre 2024, nous avons lancé la deuxième édition. Et comme prévu, nous avons essayé de le déployer dans d'autres laboratoires, donc à Subatec en Loire-Atlantique, l'IP2I à Lyon et puis quelques classes à Strasbourg à l'IPHC. Donc cette année, depuis septembre 2025, nous en sommes à la saison 3 et nous proposons ce projet donc aux départements qui l'ont adopté au fil du temps depuis septembre 2023. Et nous avons rajouté la Vendée et aussi quelques classes qui sont aux abords du CERN.
Alors, nous ne pouvons pas intervenir dans des classes, en tout cas à grande échelle, sans avoir l'autorisation préalable des inspecteurs académiques. C'est pourquoi nous avons essayé dès le départ d'avoir des contacts avec eux. Pour tout vous avouer, on ne savait pas trop à qui s'adresser au tout début, donc on a essayé d'avoir accès plutôt au sommet de la pyramide. Et donc, nous avons essayé de contacter des recteurs, des IAIPR, mais ça n'a pas été simple. À chaque fois, on nous disait de contacter d'autres personnes. Et finalement, notre expérience nous a montré que c'était plutôt au niveau départemental qu'on avait les meilleurs points de contact. Donc avec des conseillers pédagogiques départementaux et des inspecteurs de l'éducation nationale en charge de l'enseignement des sciences. Et après, à plus petite échelle, nous interagissons également avec des conseillers pédagogiques de circonscription parfois, et puis évidemment avec les professeurs des écoles. Mais si nous devons retenir un maillon essentiel pour déployer le projet dans plusieurs classes au niveau d'un département, ce sont vraiment les conseillers pédagogiques départementaux qu'il faut contacter. Et ils apprécient de développer un projet de manière pérenne, exactement comme nous l'avait demandé la direction de l'IM2P3. Alors, comme beaucoup, au lancement de ce projet, nous sommes confrontés à quelques écueils. Et le premier a été les programmes officiels de l'école primaire. En effet, les notions qu'on propose dans le projet ne sont pas référencées dans les programmes des classes de CM1 et de CM2. En revanche, la démarche scientifique apparaît. Donc, au départ, si ça peut être un frein pour les enseignants parce qu'ils se disent que ça va être trop difficile pour les élèves, finalement, en leur expliquant que nous, ce que l'on souhaite, c'est vraiment développer la démarche scientifique avec eux, que tout ce qui est connaissance, on a su les adapter pour faire en sorte qu'ils comprennent et qu'ils ne soient pas perdus. À partir de ce moment-là, c'est gagné et les enseignants acceptent de rentrer dans le projet. Il faut vraiment leur expliquer que c'est la démarche scientifique que l'on vise. Autre écueil auquel on est confronté, c'est la communication avec les professeurs des écoles. Alors, ils sont, comme les élèves, très enthousiastes à l'idée de participer au projet, mais ils n'ont pas notre habitude de consulter fréquemment, quotidiennement leur boîte mail professionnelle. Et parfois, la communication peut être un petit peu longue avec eux. Donc, il faut trouver un moyen adéquat pour échanger. Et autre problématique par rapport à la communication, c'est que ils ne souhaitent pas déranger les chercheurs. Vraiment, ils ont cela en tête. Ils se disent qu'ils vont les déranger, qu'ils ne sont pas au niveau et qu'ils n'osent pas poser de questions tout simplement. Donc en fait, on organise une réunion de rencontre entre les professeurs des écoles, que l'on nomme souvent les PE, et les chercheurs en présentiel au début du projet pour justement briser la glace et améliorer la communication entre le binôme PE-chercheur. Alors cette année, en 2025-2026, nous avons plusieurs laboratoires qui sont impliqués. Et au total, sur toute la France, ce sont 84 classes qui profitent du dispositif. Donc, comme vous pouvez le voir, un peu partout en France. Et donc, 84 classes, ce qui implique 78 chercheurs et chercheuses, dont des étudiants. Et il y a 24% d'étudiants qui font partie de l'aventure. Et parmi tous les intervenants et les intervenantes, il y a 35% de chercheuses et d'étudiantes. Donc au total, on est à un peu plus de 2000 élèves qui profitent du dispositif cette année. Et chose importante, c'est que d'une année à l'autre, nous arrivons à pérenniser l'engouement des chercheurs et chercheuses dans l'implication de HIL. Et parmi les 78 intervenants cette année, il y en a 44 qui faisaient déjà partie des éditions précédentes. Et les autres sont des nouveaux. Donc, cela montre que c'est un projet qui plaît aussi bien aux enseignants, aux élèves qu'aux chercheurs. Alors, concrètement, comment se déroule l'année
Il y a 6 étapes clés, dont la dernière est facultative et dépend vraiment des conditions locales. Donc tout d'abord, en septembre et en octobre, on prépare le projet. Donc on va dire qu'il y a un petit groupe organisateur qui fait les préparatifs nécessaires au déploiement en classe. Puis ensuite, on organise 2 réunions, une en visio et une en présentiel entre les scientifiques et les professeurs des écoles. Donc ça a lieu en septembre-octobre. Et puis, lorsque cette réunion a eu lieu, les enseignants sont armés, j'ai envie de dire, pour commencer à mettre en œuvre le projet dans leur classe. Et ils débutent en novembre par la préparation de la visite du scientifique. Et donc, les professeurs des écoles s'interrogent sur le métier de chercheur. Ensuite, il y a une première intervention du scientifique qui a lieu en décembre pendant une journée, on va dire de 10h à 16h, et elle a lieu en classe. Puis, pendant plusieurs semaines, 8 à 10 semaines, les élèves et leurs enseignants réalisent des défis scientifiques laissés par le scientifique dans la classe. À son retour, lors de la deuxième intervention en avril, les élèves doivent faire une restitution des travaux qu'ils ont menés pendant les semaines précédentes, et le chercheur peut faire les apports nécessaires pour compléter les propos des élèves. La dernière étape, qui est facultative, consiste à réunir toutes les classes participantes d'un même département au mois de juin pour qu'elles présentent les travaux aux autres élèves. Nous en reparlerons tout à l'heure. Alors, comment se passe le travail préparatoire en classe? Eh bien, on suggère aux enseignants de scinder cette séance en 2 temps. La première consiste à prélever les représentations initiales des élèves quant au métier de chercheur. Et pour amorcer la discussion, on utilise une vidéo d'animation. Alors, jusqu'à présent, on utilisait une vidéo que nous avions trouvée sur Internet. Et puis, nous avons décidé cette année de faire notre propre vidéo. Donc, la graphiste de l'IM2P3, Alice Carnot, est en train de réaliser une petite vidéo d'animation qui présente le monde de la recherche. Donc, grâce à cette vidéo et aux interactions entre les élèves et leurs enseignants, ils arrivent à faire émerger leur représentation. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on leur demande de chercher des scientifiques célèbres et de réaliser des posters qu'ils présenteront au chercheur ou à la chercheuse qui viendra dans leur classe lors de la première intervention. Et donc, je reprends la main. Maintenant, je vais passer en détail les différentes phases de la première intervention et de la deuxième intervention. Donc, cette première intervention, comme a dit Aurélie, typiquement, on arrive à la récréation du matin jusqu'à 16h. Le matin, l'idée, c'est de présenter et de discuter avec les élèves autour du métier de chercheur et chercheuse. Et donc, il y a une présentation qui sera faite par l'intervenant. En général, on essaye aussi pour les chercheurs que ça leur prenne le moins de temps. Donc, on fournit des présentations types de l'ensemble des présentations à faire. Donc, dans cette présentation, qu'est-ce qu'on discute avec les élèves? Pourquoi et comment nous sommes devenus chercheurs ou chercheuses? C'est quoi la physique? C'est quoi notre domaine de recherche? C'est quoi la démarche scientifique? Ce qui les importe beaucoup, c'est quoi notre travail au quotidien? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on travaille? Où on travaille? Et puis, évidemment, il y a les discussions autour de savoir en quoi sert la recherche. Là, c'est vraiment une présentation très animée, avec une multitude de questions tout azimut. Il faut voir qu'avec des élèves de classe primaire, c'est pas parce qu'à un moment vous parlez d'un sujet qu'ils n'ont pas une question à poser sur un autre sujet. Donc c'est un exercice assez intéressant de savoir répondre à des questions venant un petit peu dans toutes les directions. C'est perturbant peut-être la première fois, mais c'est extrêmement enrichissant. Donc ça, c'est fait le matin. Et le matin, comme vous a montré Aurélie, les élèves présentent aussi les posters de leurs scientifiques célèbres. Et l'intervenant apporte des compléments sur les scientifiques célèbres, sachant que les classes, parfois, sont capables de vous trouver des noms de scientifiques que nous, on ne connaît même pas. Donc, ils les envoient en avance pour qu'on prépare quelque chose. L'après-midi,
Il y a 3 étapes l'après-midi. Il va y avoir une courte présentation autour du concept « C'est quoi une force ?» Vous voyez en bas à droite une représentation. Et dans cette petite présentation, on veut leur faire comprendre ce qu'est une force et on va indirectement essayer de leur faire comprendre la notion de vecteur. C'est-à-dire que des forces peuvent s'ajouter ou des forces peuvent se soustraire de façon à illustrer les expériences qu'on va faire après. Les expériences, je vais vous en parler sur les slides suivants. Donc, la classe est divisée en 5 ou 6 ateliers et ils travaillent chacun sur une expérience pendant une demi-heure, 40 minutes. Et à la fin de cette période-là, chaque sous-groupe va devoir faire une restitution devant ses camarades de l'expérience qu'il a fait, de ce qu'il a compris. Donc, l'idée de ces petites expériences, c'est de commencer à les initier à la démarche scientifique avec une expérience illustrant une force, d'utiliser dans la mesure du possible du matériel simple, du quotidien, ce qui permet à l'enseignant ou l'enseignante de refaire les expériences sans qu'on ne soit ici, parce que l'intervenant arrive avec du matériel, mais repart avec. Et puis, si c'est du matériel du quotidien, ça veut dire que ça ne coûte pas trop cher. Il y a une fiche par expérience avec des questions pour les élèves. Il y a un document aussi pour les enseignants et les scientifiques avec les réponses et les explications. Actuellement, on tourne sur 6 expériences que vous voyez à droite. Une autour de la gravitation, Galilée et la chute des corps, je vais vous la détailler un petit peu. Une autour de la balance et du principe d'Archimède. Une troisième autour du levier et de l'équilibre des forces. Une sur des expériences d'électrostatique. Une 5e sur des expériences de magnétisme. Et la 6e autour de l'air ou du vide. Je vais vous présenter brièvement la première et la 6e. Évidemment, on essaye d'améliorer ces expériences chaque année suite au retour et puis de créer des nouvelles expériences, mais ça prend un petit peu de temps en préparation. Donc, typiquement, pour l'expérience qui s'appelle Galilée et la chute des corps, voilà typiquement la fiche qu'ont les élèves avec le matériel, le protocole, et puis il y a une question. Donc là, en fait, le problème qu'on leur pose, c'est est-ce qu'un objet lourd tombe plus vite qu'un objet léger? Et ce qu'on veut leur faire découvrir, c'est qu'en fait, la masse n'intervient pas dans la chute libre, mais qu'en fait, la résistance de l'air, ça engendre souvent une mauvaise conclusion. Donc, on va leur faire 5 petites expériences que je ne vais pas détailler ici, avec une livre, une feuille, des balles de tennis remplies ou pas remplies et des parachutes. Et puis, arrivera une 6e expérience où maintenant, on espère qu'ils ont compris que la masse n'intervient pas dans la chute libre si on est dans le vide. Donc, il faut qu'ils trouvent une astuce pour que s'ils lâchent un livre et une feuille de la même hauteur, elles arrivent au sol en même temps. Souvent, on complémente cette expérience en regardant la vidéo de la BBC de la NASA que certains d'entre vous connaissent avec une plume et une boule de bowling qui sont lâchées d'une dizaine de mètres dans une chambre à vide de la NASA. À moyen terme, on espère faire en sorte que chaque laboratoire soit équipé d'un tube de Newton de façon à remplacer la vidéo de la NASA par une vraie expérience faite devant les élèves. La deuxième expérience qui est donc le poids de l'air ou air ou vide. Donc pareil, vous voyez ici le descriptif, on leur fournit une balance, donc il faut d'abord qu'ils apprennent à utiliser la balance. Et après, on veut leur faire découvrir que l'air a bien une masse. Typiquement, à ce niveau-là, quand on leur demande « Est-ce que vous pensez que l'air a une masse ?» à peu près la moitié de la classe va dire oui et l'autre moitié va dire non. Et donc, on va essayer de faire en sorte de montrer que l'air a une masse, mais aussi même de faire réellement une mesure de la masse de l'air. Alors ça se fait en utilisant une balance, donc vous n'avez pas la photo ici, une petite balance, et puis une boîte alimentaire. Et en faisant le vide dans une boîte alimentaire, vous pouvez mesurer la boîte remplie d'air, la boîte après avoir fait le vide, et vous pouvez mesurer comme ça la densité de l'air aux alentours de 1 gramme ou 1 gramme 1 par litre, ce qui n'est pas très éloigné de la vraie valeur. Et puis, s'ils ont bien compris ce que faisait le vide ou la pression, on leur demande comment gonfler un petit ballon qui est déjà fermé. Typiquement, vous le mettez dans la boîte et puis, si vous faites le vide autour du ballon, eh bien, il va gonfler. Évidemment, dès que vous remettez l'air, il descend. Vous pouvez faire ça si ça vous amuse aussi avec un ours en guimauve. Ces expériences-là, elles sont incluses dans un défi qui s'appelle physique et météo, ce qui veut dire que si la classe a choisi le défi physique et météo, quand l'intervenant va venir, il ne pourra pas faire les 6 expériences, mais il pourra en faire que 5. C'est pour ça qu'il faut qu'on en crée des nouvelles.
Donc, à la fin de cette séance, l'intervenant va laisser à la classe une boîte qui contient du matériel, de façon à ce que la classe continue à développer la démarche scientifique pendant, disait Aurélie, 8 à 10 semaines, quasiment, je dirais, en autonomie. Alors, c'est 100 chercheurs présents physiquement dans la classe, mais évidemment, pendant toute cette période, le professeur des écoles et la classe restent en contact avec le scientifique, ou l'inverse, le scientifique reste en contact avec la classe. Comme disait Aurélie, l'email ne fonctionne pas très bien. Ce qui a l'air de fonctionner le mieux, c'est les SMS avec les professeurs des écoles. Donc, ce défi scientifique, ça va être autour d'un thème physique qui les relie à leur quotidien. Donc, vous verrez après, il y a 5 types de défis autour de la lumière, du magnétisme, du son, des distances et puis de la météo. On leur donne du matériel spécifique fourni, sauf quand c'est du matériel très standard, des bouteilles ou des cartons qu'ils peuvent trouver chez eux. Ils ont beaucoup plus de temps par rapport aux petites expériences pour les réaliser et trouver les solutions. Donc, on demande à la professeure de les laisser réfléchir entre eux pour trouver les solutions sans leur fournir directement. Et ça permet aussi de faire réellement, dans certains cas, des mesures, ce qui, pour des enfants de cet âge, prend quand même un certain temps. Là encore, il y a des fiches protocoles pour les élèves, des documents détaillés pour les professeurs des écoles et les scientifiques, avec des compléments, des références, des liens vers des vidéos qu'ils peuvent utiliser ou pas. Donc, comme je vous disais, on reste en contact avec eux. Et à la fin de la séance, les élèves, ils ont à préparer une séance de restitution de leur travail. De la même façon que quand nous, on fait une expérience, on obtient les résultats. Et après, qu'est-ce qu'on fait en général? On essaye d'aller présenter ça à une conférence. Et bien, eux, la conférence, ça va être de faire des posters et de présenter leurs résultats lors de la seconde intervention du scientifique. Donc, les défis, on a 5 thématiques actuellement. Une autour des distances, donc mesure de distance, mesure de très grande distance, mesure de très petite distance, comme l'épaisseur d'un cheveu. C'est celle qui nécessite le moins de connaissances en physique et en sciences, et elle demande peu de matériel. Elle aborde surtout les notions de mesure et de précision. Pourquoi, si on fait 2 mesures différemment, on ne trouve pas la même chose? L'avantage de ce défi, c'est que les élèves peuvent trouver par eux-mêmes beaucoup de façons différentes de faire des mesures. Ils ont vraiment énormément d'imagination et lors des restitutions, on est toujours assez impressionné par ce qu'ils font. Il y a un défi appelé magnétisme qui consiste à essayer de comprendre le champ magnétique, c'est-à-dire pour eux, c'est plutôt les aimants, à travers diverses expériences de limaille de fer, mais aussi des expériences qui mélangent électricité et aimants. C'est intéressant pour la classe parce que ça peut se prolonger par un travail autour de la Terre et du champ magnétique terrestre et de comprendre quel est le rôle du champ magnétique terrestre. Il y a un défi autour de la lumière. Celui-ci, je vais vous le détailler après. Donc là, l'idée est de comprendre de quoi la lumière blanche est composée, le spectre de la lumière blanche, et aussi d'essayer de comprendre pourquoi on voit, ici sur mon slide, on voit une couleur orange et pas vert. Donc ça demande un petit peu de temps à des enfants de comprendre cette chose-là. C'est intéressant parce qu'on peut prolonger ce défi en parlant de la vue, de l'œil, du fait que des animaux ne voient pas de la même façon, qu'il y a des personnes daltoniennes qui ne voient pas les couleurs de la même façon. Le défi son, cette fois, ça va être essayer de comprendre comment on mesure un son, sa fréquence, sa force, est-ce que c'est un son très fort ou très faible, et aussi de comprendre comment se propage le son. Là encore, pour leur quotidien, c'est intéressant parce que ça permet de prolonger le défi autour de discussions, autour de l'ouïe, l'oreille, du danger des sons. La difficulté, c'est qu'il nécessite des tablettes et que toutes les écoles ne sont pas équipées de tablettes. Et le dernier qu'on a mis en place en 2025-2026, qui s'appelle Physique et météo, c'est d'essayer de comprendre la météo avec des lois, avec les lois de la physique, à travers des expériences autour de la pression ou de la température. Et là encore, ça peut se prolonger par des discussions sur comment sont fabriqués les nuages, le climat, l'environnement. Donc, je vais rapidement décrire le défi lumière. Donc, en fait, un défi est composé de sous-défis. Et il faut imaginer qu'un sous-défi, ça prend au moins un après-midi à la classe, si ce n'est plus parfois. Donc là, la première partie, c'est qu'ils fabriquent eux-mêmes des disques de Newton. Donc, ils fabriquent les disques, ils trouvent des solutions pour les faire tourner.
Donc, le disque qu'on leur fait fabriquer, c'est plutôt celui-ci, qui en pratique n'est pas un disque parfait. Donc, si vous le faites tourner, vous n'allez pas trouver blanc, hein, vous allez trouver quelque chose plutôt de grisâtre. Et ça met en avant la persistance rétinienne et la synthèse additive. Mais il y a aussi la possibilité de faire d'autres types de disques. Hein. Par exemple, ici, vous voyez, avec ça, vous pouvez avoir trois couleurs concentriques. On leur fait fabriquer à partir d'un patron, on leur fait fabriquer un spectroscope. Ok, donc ils ont un patron, ils fabriquent, il y a du collage, du pliage, vous utilisez un CD ou un DVD. Et là, j'ai pris une photo de ce qu'on voit dans la fente si on regarde la lumière extérieure du soleil. Donc, vous voyez le spectre de la lumière blanche. Et la prolongation de ça, c'est d'essayer de simuler ce qui se passe, comment, en fait, se fabrique un arc-en-ciel. C'est une expérience très simple que vous pouvez faire avec un miroir dans de l'eau et un angle donné. Vous voyez là aussi la décomposition spectrale. La deuxième partie, ça consiste à essayer de comprendre comment on voit un objet d'une couleur donnée. Donc, ils vont fabriquer une boîte avec 2 orifices. Ils vont mettre un objet à l'intérieur d'une couleur donnée. On leur fournit des lampes et on leur fournit des filtres des 7 couleurs primaires. Et ils vont utiliser les différents filtres et essayer de comprendre, par exemple, pourquoi en fait un objet jaune, il peut être vu vert ou rouge, suivant la lumière ou le filtre qu'on utilise. Et donc, ça permet de comprendre le fonctionnement de l'œil. Et puis, on a rajouté cette année cette expérience qui est peut-être un peu délicate à faire, mais qui répond à une question quand même du quotidien, qui est de savoir pourquoi le ciel est bleu et pourquoi le soleil il peut être rouge en fin de journée ou en début de journée. Et donc ça évidemment, ça c'est pour vous, hein, c'est-à-dire c'est le phénomène de diffusion de Rayleigh, on ne reparle pas de ça à cet âge-là, mais on essaye de faire cette expérience donc avec un récipient rempli d'eau. Vous envoyez de la lumière à travers un orifice ou pas. Et puis, si vous commencez à mettre des petites gouttes de lait dans l'eau, ça change en fait la diffusion de la lumière à l'intérieur de ce récipient et vous apercevez que la lumière transmise, elle devient de plus en plus orange et rouge. Et si vous regardez à la surface, vous voyez que ça commence à devenir bleu. Finalement, une fois qu'ils ont fait ces 5 défis et en espérant qu'ils aient bien documenté au fur et à mesure, ce qui fait partie de la démarche scientifique, eh bien, ils préparent lors de la venue du chercheur, du scientifique, une présentation. Donc là, je vous ai pris quelques posters. Donc, soit c'est des posters dessinés, collés. Parfois, ça peut être des présentations avec un équivalent de PowerPoint. Ça dépend des classes, ça dépend des enfants. On ne leur impose rien, évidemment. Et puis, il y a une discussion autour des résultats qui est toujours très intéressante. Et puis, on apporte des compléments. Le deuxième, je vais aller assez vite, c'est le défi physique et météo. Donc lui, il contient que 5 sous-défis, mais en fait, il y en a où il y a vraiment des mesures. Et à leur âge, faire des mesures, c'est quand même un vrai exercice compliqué. Donc la première partie, c'est de comprendre la météo. Là, c'est assez simple. On leur demande d'essayer. Ils vont regarder un journal télévisé, essayer de comprendre, mais qu'est-ce qu'on mesure pour comprendre la météo? Donc on espère qu'ils vont voir la température, la pression, mais éventuellement l'humidité, les taux de lumière UV, et ainsi de suite. Ils vont consulter un site de météo marine et après, on veut leur faire un relevé quotidien des prévisions de la météo, de la température à partir d'un site sur leur ville et aussi faire une mesure en espérant que les deux soient corrélés. Et c'est surtout, ça leur apprend en fait à faire une courbe de suivi. Donc, on leur fournit un template que vous voyez ici et on espère qu'ils vont nous remplir ça donc au cours des 30 ou 60 jours pendant lesquels ils vont faire le défi. La deuxième partie reprend en partie ce que je vous ai expliqué sur l'expérience air ou vide, c'est-à-dire démontrer que l'air a une masse. Cette fois, on va vraiment leur faire la mesure précise de l'air avec la boîte à vide, mais en leur faisant mesurer la quantité d'air retiré en fonction du nombre de coups de pompe manuelle que vous pouvez faire par cet orifice. Donc ça, c'est une courbe d'une classe, donc c'est vraiment une courbe expérimentale qu'ils ont réussi à faire. Et ce qu'ils doivent voir, c'est qu'au bout d'un certain temps, évidemment, ça sature. Ça sature parce qu'on ne peut pas atteindre un vide parfait et il y a aussi éventuellement des petites pertes au niveau de la boîte. Donc, ils mesurent comme ça la masse de l'air et après, on veut leur faire comprendre que la densité de l'air chaud et de l'air froid n'est pas exactement la même chose, ce qui est important pour comprendre la formation des nuages. Donc, il y a plusieurs petites expériences, dont une consiste simplement à mettre un ballon de baudruche sur une bouteille
Et puis, si la bouteille elle est dans un endroit où c'est chaud, eh bien, le ballon va gonfler. Si c'est froid, vous mettez des glaçons, le ballon va plutôt avoir tendance à rentrer à l'intérieur de la bouteille. Une fois qu'ils ont compris un peu le rôle de l'air, on passe à essayer de comprendre la pression. 3 petites expériences. Donc, celle du milieu, je vous l'ai déjà dit. La première, je pense que vous la connaissez toutes, c'est l'expérience d'un verre rempli d'eau qu'on peut mettre à l'envers. Et simplement, si on met une feuille ou un petit carton, eh bien, en fait, la pression atmosphérique est telle qu'on arrive à faire en sorte que l'eau ne soit pas renversée, à condition que ce soit bien hermétique. Et puis, la troisième expérience que vous voyez ici avec 2 livres et une feuille, c'est une expérience qui permet de mettre en avance les phénomènes de Bernoulli. Et donc, si on souffle avec une paille sous la feuille, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la feuille va faire un trou vers le bas ou vers le haut? Et ça permet de comprendre notamment comment on va voler un avion ou un plein air. À la fin de cette troisième partie, on leur fait fabriquer un baromètre. Alors, baromètre rudimentaire, évidemment, avec un bocal, un ballon de baudruche qu'il a dessus, et puis une paille. Et essentiellement, suivant la valeur de la pression extérieure par rapport à la pression de l'air qui est dans le bocal, votre paille, elle va monter ou descendre. Ce n'est pas un baromètre extrêmement précis, mais si on met le bocal dans de l'eau chaude ou là encore dans de l'eau froide, on voit très bien quand même varier l'équivalent de la variation de pression. Pour les laboratoires privilégiés qui sont proches de montagnes, on commence à regarder la possibilité de faire une petite sortie à la montagne pour mesurer les variations de pression en fonction de l'altitude. Et la dernière partie, cette fois, une fois qu'on a vu ce qu'était la pression qu'on l'avait mesurée, eh bien, on va fabriquer un thermomètre. Donc un thermomètre à eau, qui est quelque chose comme ça, et on va essayer de leur demander de calibrer la mesure de leur thermomètre. Donc, c'est-à-dire de mettre leur bouteille dans des bains à différentes températures. Ils vont pouvoir graduer comme ça, sur la paille qui ressort, les valeurs des températures. Là aussi, il faut qu'ils fassent une restitution. Comme c'est la première année qu'on a mis ce projet, il n'y a pas de restitution actuelle. Donc, la deuxième intervention, quand on vient, donc ils nous font des restitutions. Donc là, je vous ai pris aussi, par exemple, les restitutions pour le défi de distance. Ils vont présenter en sous-groupe ce qu'ils ont fait, discussion, questions, il y a des compléments, comme je vous avais dit. Et puis, jusque là, dans le projet, on essaie de vous préparer tout le matériel et c'est très formaté. En revanche, on laisse un créneau libre dans cette seconde intervention pour le scientifique où on peut parler de l'infiniment petit ou de l'infiniment grand sous une forme un peu ludique avec des enfants. Il ne faut pas que ça dure plus que 45 minutes, je dirais. Ça peut être un court exposé, mais avec plein de photos. Ça peut être un quiz, ça peut être des jeux. Là, on n'a pas encore de disponible, mais je pense que ce serait bien un jour, et c'est là où je suis intéressé aussi par parler avec vous aujourd'hui. Si on avait quelque chose d'un peu ludique pour leur parler de radioactivité, ce serait assez intéressant. Certains font d'autres séries de petites expériences, mais pour lesquelles ce n'est pas nous qui fournissons le matériel, c'est le scientifique qui connaît des expériences supplémentaires qu'il veut faire avec eux. Et ça peut être n'importe quelle autre idée. C'est un créneau libre. Maintenant, si l'intervenant se sent un peu démuni, on a du matériel à lui fournir. Finalement, comme disait Aurélie, dans certains cas, en fin d'année, on fait une restitution interclasse. Typiquement de 10h à 15h. Donc, on a fait ça à Clermont-Ferrand depuis déjà 3 ans. Cette année, on va recevoir 12 classes fois 25 élèves. Donc, ça va faire quand même entre 250 et 300 élèves. À Subatec, on l'a fait l'année dernière où il y avait 10 classes. Et au laboratoire de Subatec, ils ont reçu 2 jours consécutifs 5 classes. À Annecy, le format est un peu différent parce qu'ils ne peuvent pas recevoir 30 personnes. Donc, cette année, je crois qu'ils vont faire 5 jours, mais avec 2 classes. Donc, ça demande quand même du travail et de l'investissement. Et en Essonne, on avait fait 2 classes en 2024, 4 en 2025, 2026. Je pense qu'il ne va pas y en avoir beaucoup. Donc là, vous voyez typiquement les élèves en groupe ou parlant dans l'auditorium d'ici là. C'est une sortie qui est extrêmement appréciée par les élèves et les PE. Les élèves venir à l'université dans un grand amphi ou dans un laboratoire, ils sont toujours très impressionnés. Après, ils ont un vrai travail de préparation parce que chaque classe présente aux autres classes ce qu'elle a fait pendant le défi et chaque élève prend la parole quelques secondes, mais c'est un exercice important pour eux. On remet aussi à chaque élève un diplôme nominatif pour avoir participé à IL, de scientifique en herbe.
Et puis, ça, c'est ce qu'on fait le matin quand ils viennent. Et l'après-midi, soit on leur fait des ateliers scientifiques, soit on leur fait des présentations de grand public. Donc, on avait fait venir une année Camilla Mayani, la médiatrice du musée Curie, qui leur a parlé de Marie Curie. Donc ça marche toujours très bien avec les enfants. Et à Nantes, on avait fait venir un médiateur du musée Jules Verne, qui leur avait parlé de la science dans les romans de Jules Verne. Donc ça, c'est vraiment chaque laboratoire qui est libre d'organiser ou pas une telle journée. C'est un investissement, ça demande du travail, mais c'est extrêmement enrichissant aussi. Et il faut l'anticiper assez tôt, localement, parce qu'il faut trouver un amphi si on reçoit 200 élèves. Et puis, il faut aussi que les classes elles trouvent les moyens financiers pour faire un transport et venir dans le laboratoire. Donc voilà, donc là maintenant, on passe à une autre partie où Aurélie, c'est à toi. Alors, comme Laurent vous l'a expliqué, c'est un projet qu'on a voulu clé en main, donc qui est assez cadré. Le côté clé en main était important pour nous parce qu'on ne voulait pas que ce projet rajoute une charge de travail aussi bien aux professeurs des écoles qu'aux chercheurs et chercheuses qui interviennent. Donc, on a essayé de préparer le matériel, les documents pédagogiques à destination des élèves et des adultes. Ceci étant, on a vraiment à cœur que ce soit un projet collectif qui émane d'une réflexion collective. Et comme c'est un projet qui est en perpétuelle évolution, puisque on se sert des retours sur le terrain pour améliorer les expériences, les documents, etc. Pour nous, il est vraiment important de travailler ensemble. C'est pour ça qu'on a développé, qu'on a mis en place un comité de pilotage dans lequel on retrouve des représentants de chaque laboratoire, mais aussi des personnes de l'éducation nationale. On retrouve aussi Alice, la graphiste de l'IN2P3. Et toutes ces personnes, finalement, se réunissent 1 à 2 fois par an. Et ensemble, on essaie de faire évoluer le projet IL. Voilà. Donc ici, vous avez les personnes concernées par ce COPIL. Et il est quand même nécessaire pour nous parce qu'on ne souhaite pas fermer le projet. Au contraire, on souhaite l'ouvrir au plus grand nombre. Alors concrètement, lorsqu'on veut démarrer le projet IL dans un nouveau département, comment on s'y prend? Alors, on essaie de travailler en amont de l'année scolaire. Donc, au mois de juin, on essaie de recenser les volontaires parmi les scientifiques. Et si l'on sent qu'il y en a quelques-uns et que c'est un nombre suffisant, on contacte les conseillers pédagogiques ou les inspecteurs de l'éducation nationale en charge des sciences pour savoir si du côté des écoles, de l'éducation nationale, il y aurait une volonté d'adhérer au projet. Généralement, ils sont très favorables parce que le projet, je ne sais pas si on l'a dit, mais il est totalement gratuit pour les écoles. Et c'est toujours très porteur quand un intervenant vient dans une école, dans une classe. Donc, ils acceptent généralement d'adhérer au projet. Ensuite, lorsque ces 2 premières étapes sont validées, en septembre, on se réunit pour définir un calendrier, notamment les dates de réunion, de démarrage des interventions, éventuellement la date de la journée de restitution. Et d'une fois que le calendrier est bien défini, on prépare une brochure que l'on envoie aux écoles pour un appel à candidature. Et les classes peuvent s'inscrire. S'il y en a trop par rapport au nombre de chercheurs, eh bien, la plupart du temps, c'est le conseiller pédagogique ou l'inspecteur d'éducation nationale qui procède à l'arbitrage. Et sinon, si ça dépasse d'1 ou 2, on essaie de trouver 1 ou 2 scientifiques supplémentaires. Ensuite, en octobre et en novembre, on organise les 2 réunions. Donc, une première en visio où on présente le projet aux enseignants, mais aussi aux chercheurs. Et puis, on en organise une autre souvent début novembre, en présentiel cette fois-ci, pour briser la glace, vraiment comme j'expliquais tout à l'heure, pour que les binômes PE chercheurs se rencontrent et aussi pour vous présenter
les expériences qui sont menées lors de la première intervention. Et on se rend compte que c'est très important de manipuler, de se mettre à la place des élèves pour bien les intégrer. Et ensuite, lorsque toutes ces étapes sont passées, bien, il est temps de lancer le projet dans les classes. Et souvent, la première année, le lancement a lieu, notamment les premières interventions ont lieu courant janvier. À noter que lors d'une première année, on vous accompagne dans toutes les étapes de la mise en place du projet et qu'on préconise de ne pas excéder 5 classes parce que il faut le temps de se faire la main et au départ, ça demande quand même un peu d'organisation. Donc, 5 classes, ça nous paraît être un nombre raisonnable. Alors, si on se projette déjà pour l'année 2026-2027, puisque cette année scolaire touche à sa fin, comme on a eu des retours positifs, on ne compte pas s'arrêter là et donc on va certainement lancer une 4e édition du projet IL dans les écoles primaires. Et l'objectif serait de trouver un rythme de croisière, même si chaque année, finalement, il y a beaucoup de travail d'organisation, de logistique, de préparation de matériel, puisqu'on essaie de fournir un projet clé en main. Et on aimerait également réussir à dédier du temps à l'amélioration des contenus, car cela nous paraît absolument nécessaire en fait. On souhaite également déployer le projet sur d'autres sites, notamment en Normandie, où 2 des laboratoires de l'IN2P3, donc le LPC Caen et le GANIL, se montrent favorables, et dans le sud de la France, à Montpellier, avec le LUPM. Alors, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des régions dans lesquelles on n'avait pas du tout de laboratoire, et nous avons discuté avec des personnes de l'INP, et possiblement on pourrait, dans certaines régions comme le nord de la France ou la Bourgogne, travailler avec l'INP pour essayer de déployer le projet IL dans ces départements, dans ces régions-là et les départements associés. Nous avons aussi dans l'idée, depuis le début de la création de IL, de faire une petite partie art et sciences. Et donc cette année, nous avons essayé de faire ce projet artistique un petit peu pilote dans un des départements dans lesquels nous intervenons, à savoir en Vendée. Et donc nous avons demandé à chaque classe participante de réaliser des dessins sur un thème donné. Et donc, à partir de ces dessins, on crée un poster A0. Donc là, vous avez 2 exemples de posters. Et donc, nous verrons à la fin de l'année si les classes ont pris du plaisir à le faire et si les posters ont été bien accueillis, parce que le but, ce n'est pas uniquement de les laisser dans les classes, mais c'est aussi de les exposer lors de journées de médiation grand public. Donc, cela aura lieu à la fin du mois de mai et je crois que Laurent va vous en parler tout de suite après. On ne t'entend pas. Parfait, je vais couper mon micro. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'amener IL, si c'est possible, dans des départements où on n'a pas de laboratoire. Donc, il y a cette option de l'INP, qui est une option qu'on regarde. Une autre possibilité, c'est de profiter de l'organisation d'événements nationaux. Et donc, on a testé ça cette année. Il se trouve que j'organise une conférence avec nos collègues de Subatec à Noirmoutier en juin 2026. Et donc, on a proposé au département de Vendée de mettre en place le projet sous une forme un petit peu différente. Et donc, on va aller dans 14 classes, ce sont les points orange, sachant que Noirmoutier est en haut à gauche. Et on va faire une espèce d'opération commando IL, c'est-à-dire que les jeudis et vendredis, certains chercheurs vont arriver avant la conférence qui démarre le dimanche. Et on va, avec 7 chercheurs, on va intervenir dans 14 classes. Alors, évidemment, le format est un tout petit peu différent parce qu'on ne veut pas déplacer 2 fois les chercheurs en Vendée. Ça aurait un coût et puis ça prendrait du temps aux intervenants. Donc, on l'a fait de façon différente. On a démarré avec une visio entre le chercheur et la classe au mois de mars pour démarrer le projet. On a fait parvenir à chacune des classes des boîtes à défis. Donc, ils vont faire, comme dans le projet standard, un défi. Et la seule différence, c'est comme il n'y a qu'une seule intervention, dans l'intervention du mois de fin mai,
Le matin, le matin, le chercheur fera la partie de présentation du métier de chercheur et les chercheurs célèbres, comme dans la première intervention standard du projet. Et il y aura une restitution des défis l'après-midi par des enfants. Et comme disait Aurélie, on a inclus aussi avec ces classes cette histoire de posters scientifiques autour de… On leur avait fourni, je crois, une bonne vingtaine de thèmes scientifiques dans lesquels ils ont pu choisir. Et on va utiliser ces posters en fait dans un espace science parce qu'à l'occasion de la conférence, on a d'autres actions de médiation scientifique et on fait un espace science à l'entrée d'un supermarché le samedi et on montrera l'ensemble des posters des enfants, espérant que les parents aussi viennent dans cet espace science. Maintenant, jusqu'à présent, on a travaillé autour des écoles primaires, mais dès le début, on n'avait pas complètement oublié la possibilité de faire des choses dans les collèges, mais il faut chaque chose en son temps. Et surtout, il y a dans certaines académies pilotes des classes Shams, donc des classes à horaires aménagés, mathématiques et sciences, pour lesquelles des élèves de 3e ou 4e ont 2 à 3 heures par semaine dédiées à des projets scientifiques. Ils sont supervisés par un chercheur ou un ingénieur qui va faire 2 ou 3 visites de 2 heures dans la classe. Et aussi, les classes, en général, viennent visiter des laboratoires ou des infrastructures. Donc, là, j'essaye de mettre en place une action pilote cette année, probablement dans l'académie de Nantes, parce qu'on avait été contacté par l'inspecteur en charge des sciences. Et l'idée serait d'essayer de faire quelque chose autour des cosmiques, en réutilisant donc même si c'est un peu ancien, mais elle marche encore, les valises cosmiques qui avaient été développées par Benoît Lotte il y a une vingtaine d'années, qui permettent de mesurer avec des cristaux que vous avez ici, le taux de cosmique et en fonction de l'angle ou dans des bâtiments aux différents étages. J'aimerais très leur proposer ça, et on peut aussi lire avec un oscillo les signaux. Leur donner tous les éléments pour qu'ils fabriquent eux-mêmes une chambre à brouillard, et donc peut-être des mesures de radioactivité. Et puis là, j'ai pris contact avec le CERN, qui a un groupe de outreach, de médiation scientifique autour d'un détecteur qui s'appelle Minipix EDU, qui a un petit détecteur pixel que vous voyez ici, qui permet aussi de caractériser et de mesurer les particules. Donc ça, c'est quelque chose que j'espère démarrer cette année. Et si ça fonctionnait bien, c'est quelque chose qu'on pourrait proposer dans plus de classes à la rentrée 2027. Et donc, si vous avez des idées de mesures simples qu'on peut faire autour de la radioactivité avec des élèves de 3e ou 4e, je suis extrêmement intéressé. Avant de terminer, je vais passer sur 2 choses qui ne sont pas directement du HIL, mais je profite d'être avec votre communauté pour vous en parler, parce que peut-être ça peut vous intéresser. Il y a une bande dessinée qui a été développée par Mariangela Settimo à Nantes, qui présente le laboratoire Subatec en mettant en avant l'égalité et la diversité dans la métier scientifique. Bon, elle est dans le slide suivant et on vous laissera les slides parce que je n'aurai pas le temps de regarder. Actuellement, on fait une adaptation de cette BD pour IGCLab et une pour Ganid, mais ça peut intéresser d'autres laboratoires. Et on est en discussion avec l'IN2P3 ou au minimum avec le DAS physique des particules et le DAS astroparticules pour, dans le même esprit, avec les mêmes personnages, faire des petites BD projets. Donc, immersion dans la classe, une journée à LSST sous la mer avec KM3net. Donc, je voulais vous présenter parce que ça peut peut-être être intéressant pour vous aussi, avec quelque chose du style voyage à Agatha, dans Agatha, au cœur de la matière. Et évidemment, plus on fera de choses avec cette boîte qui fait des dessins, on pourra négocier les prix. Moi, côté HIL, ça m'intéresse parce que je vais pouvoir les distribuer dans les classes. Voilà la BD, ça s'imprime en A3, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a payé et qu'on a la BD, on peut l'imprimer autant de fois qu'on veut. Ça s'imprime en A3 et ça se plie. Vous pourrez regarder la BD. Deuxième chose, dans le même esprit, on va faire bientôt des cocottes en papier. On a un projet en cours avec le musée Curie pour la fête de la science et très probablement on fera des cocottes en papier autour de Marie Curie, la radioactivité et les thèmes de recherche de CNRS, nucléaire et particules. Mais ça veut dire qu'on aura un espèce de template qui existera et donc qui peut être étendu et ouvert à d'autres thèmes, en physique nucléaire. Donc là encore, si vous avez des idées, des intérêts, on peut faire des choses ensemble. Et puis vous mettez évidemment le code barre de Resanet. J'arrive à la conclusion en espérant qu'on soit à peu près dans les temps, Araceli. Donc la conclusion, c'est qu'on termine notre 3e saison en classe primaire.
grâce, il faut le dire, à un fort soutien de l'IN2P3 depuis le début du projet avec Rénal, mais qui continue aussi avec Christelle. On a des retours positifs côté éducation nationale. Nos collaborations localement deviennent vraiment pérennes et les inspecteurs ou les conseillers pédagogiques s'attendent à ce qu'on revienne vers eux chaque année pour faire un certain nombre de classes. Côté scientifique, un très bon retour avec un nombre croissant d'intervenants et des intervenants qui restent dans le projet, sauf les étudiants en thèse qui, malheureusement, à la fin de leur thèse, partent à un autre endroit. On a l'ambition d'étendre dans les régions et laboratoires où il existe des labos d'IN2P3 et dans les autres départements, d'essayer de faire des actions spéciales comme on fait cette année en Vendée. Alors, on n'a pas, je crois, d'intervenante physique nucléaire. Alors évidemment, ça c'est un biais du porteur. Hein. C'est moi, quand j'ai démarré le projet, j'ai commencé à aller envoyer des messages à mes collègues de physique des particules et petit à petit à prolonger. Mais je crois que ce serait bien si certains d'entre vous pouvaient nous rejoindre dans le projet. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit pour le projet I, ou que ce soit pour la BD, ou que ce soit pour les cocottes. Vous pouvez nous contacter individuellement, Aurélie et moi, ou alors à l'adresse générique ici, où Aurélie et moi, on reçoit à la fois des emails, et vous pouvez nous rejoindre dans cette aventure collective, enrichissante, et qu'on trouve, nous, extrêmement intéressante à faire. Donc voilà, on a terminé pour l'exposé.